Bienvenue dans True Social TV, c'est l'émission qui met en valeur les personnes qui ont décidé que les individus étaient au cœur de leur projet. Et j'ai le plaisir de recevoir Solène Thomas. Bonjour Solène, tu es fondatrice d'Éclore, entre autres, et aussi d'un cabinet de recrutement qui porte ton nom. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis aussi là avec Victoire qui te posera une question à la fin de notre quart d'heure de discussion. Donc ma première question c'est qui es-tu ? Pourquoi tu as fondé Éclore ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager à ce point-là dans les sujets qu'on va discuter juste après ? Mon premier métier, c'est le recrutement de cadres dirigeants. C'est un métier que j'exerce depuis plus de 15 ans, avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Et quand j'avais 30 ans, je me suis posé la question du sens. Je crois que c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. J'avais envie d'un impact positif, plus grand, que celui qui était le mien et qui est le mien dans le recrutement. Et donc, c'est un peu un chemin initiatique de méditation, de voyage en Inde, de rencontres humaines qui m'ont donné envie de lancer un mouvement culturel qui s'appelle Éclore et qui œuvre à mettre plus d'humanité dans les sociétés et la société sur 3 grands piliers: l'expression de sa singularité, faire vivre nos diversités et faire émerger une unité plus grande que la somme des territoires, des égos, des personnes. Voilà, donc on travaille sur ces sujets-là et on a porté plus de 300 événements, dont le Zénith de Paris, Debout citoyenne. On a donné la scène à 100 femmes engagées dans la transition sociétale, parce que 100 femmes sur scène, ça change des scènes sans femmes. Et c'était aussi une belle expérience de faire vivre la sororité entre ces femmes. Voilà les sujets qui m'animent. Alors on va focaliser, même s'il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder ensemble, mais focaliser peut-être notre discussion sur la diversité des femmes au sein des hauts potentiels, ce qu'on appelle les hauts potentiels dans les entreprises et dans les instances dirigeantes, si tu veux bien. Quel constat tu fais ? Il manque beaucoup de femmes encore, on en parle depuis des années, ça bouge pas, c'est embêtant ? Ça bouge très doucement. La crise du Covid n'a pas forcément accéléré les choses. Aujourd'hui, on est à 22% de femmes dirigeantes dans le SBF 120, 12% d'entreprises qui n'ont aucune femme dans leur instance dirigeante, dans leur COMEX, des viviers de talents qui sont encore insuffisamment mixtes. Les viviers de talents, c'est vraiment la détection des talents entre, on va dire, 30 et 35 ans, qui permet d'aller puiser les dirigeants de demain. Il est absolument capital de constituer des viviers mixtes, notamment dans les métiers où on manque de femmes. Je pense à l'industrie, aux services financiers, à la tech. Il y a des biais statistiques. Dans les écoles, puisque c'est un sujet, il y a encore peu de femmes dans les métiers plus industriels, plus techniques, plus financiers. Quelques stats, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, on est à peu près à 25% de femmes. Et tu as l'impression que ça bouge ? Parce qu'on en parle quand même doucement, beaucoup. Ça bouge, mais doucement, en fait. On gagne quelques points, puis ça stagne. Donc, c'est des transformations de mentalité, ça s'inscrit dans la durée. Voilà, on a encore 70% de femmes qui font des études de lettres. Enfin, les études de lettres sont composées de 70% d'étudiantes. Alors, il y a les instances dirigeantes, il y a évidemment, avant d'entrer dans les instances dirigeantes, ce qu'on appelle les hauts potentiels, tu arrives à mesurer la pénétration des femmes dans ces profils qu'adorent les DRH, les hauts potentiels et ceux qui vont finalement diriger l'entreprise ? Alors en fait, il n'y a pas de stat global sur la constitution des viviers de talents. Chaque entreprise a ses propres pratiques, ses propres index, ses propres KPI. De plus en plus d'entreprises mettent en place des KPI autour de la mixité, à savoir que les managers et les dirigeants sont incentivés sur leur capacité à constituer des viviers féminins, à faire monter des femmes autant que des hommes. Mais après, il y a autant de pratiques que d'entreprises et il n'y a pas d'uniformité de pratiques. Et puis surtout, ces index aujourd'hui sont pas toujours lisibles et pas toujours communiqués à l'extérieur. On n'a pas en tout cas d'index sur les viviers de talents. On a des choses qui sont communiquées aujourd'hui dans les grands groupes pour la mixité des instances dirigeantes, mais pas des viviers de talents. Donc ce qui se passe en dessous, on ne le voit pas. Et ça pose quel problème ? Pourquoi il faut féminiser ? Ça paraît évident comme ça, mais posons-nous la question 2 secondes. Ça a quoi de féminiser les hauts potentiels, les instances dirigeantes ? Ça améliorera quoi ? Venant d'un homme, je comprends le danger de ma question. Ouais. Les enjeux sont multiples sur plusieurs niveaux logiques. D'abord, il y a des enjeux économiques.
On sait aujourd'hui que des comités de direction mixtes sont plus performants économiquement. Donc il y a une corrélation, c'est pas une causalité, hein, on est dans des choses assez subtiles, mais il y a une corrélation entre la mixité et la performance économique. Les bidas directement, il y a des études produites par McKinsey très, très bonnes sur le sujet. Donc il y a des enjeux économiques. Ensuite, il y a des enjeux éthiques et politiques. Se couper de la moitié de l'humanité pour diriger nos sociétés, ça pose la question des droits humains, des sujets d'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est un sujet plus politique. Et on voit que chaque fois que l'histoire rentre dans des moments plus chaotiques, de pandémie, de guerre, etc., ce qui semblait complètement acquis ne l'est pas nécessairement. Donc l'accès au pouvoir des femmes, les droits des femmes, les violences faites aux femmes augmentent en fait. Enfin, d'un côté, ça se réduit, les violences augmentent. Donc rien n'est jamais acquis. Donc ça, c'est des enjeux humains. Et puis ensuite, il y a un autre enjeu qui est vraiment sociétal, qui est de réellement innover pour transformer nos sociétés. Embrasser les défis de notre époque, qui sont sociaux, écologiques, d'une gouvernance des data, etc. Donc là, la féminisation ne serait plus une fin en soi, mais un moyen de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux, environnementaux. Exactement, et pour plusieurs raisons. Ouais. La première, c'est qu'une équipe mixte est plus intelligente, et globalement, plus on a de regards différents autour d'une table, plus on innove, plus on transforme, plus on sait prendre des risques raisonnable et à la fois ambitieux. Donc ça s'est prouvé. Voilà. Vous augmentez l'intelligence collective en diversifiant les regards. L'autre sujet qui est plus polémique, c'est que les femmes exercent leurs responsabilités de manière différente. Donc moi, mon observation après avoir interviewé des dizaines de milliers de femmes et d'hommes dans l'exercice du pouvoir, c'est que les femmes n'appréhendent pas le pouvoir de la même manière que les hommes. Non pas parce qu'elles sont prétendument meilleures. Je confesse que les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Elles ne sont pas meilleures dirigeantes. En tout cas, elles dirigent autrement. Alors, elles exercent comment ce pouvoir ? Elles ont beaucoup plus de considération pour le réel et le vécu. Hein. Je vais donner un exemple avec Orpea. Orpea, tout le monde a entendu parler de l'actualité d'Orpea, des sanctions et en tout cas des témoignages de maltraitance chez Orpea. Or, les audits de gouvernance et de RSE étaient très bons. Et donc, ça pose la question du désajustement entre ce qui est dit, ce qui est déclaré, ce qui est décrété, ce qui est communiqué, et le réel vécu. Hein, il y a une tension. Et les femmes sont plus connectées à la réalité de ce qui est vécu. Les femmes sont plus connectées. Et de manière très simple. Comment ? Les femmes sont plus dans leur corps. D'abord, une femme, et j'ai un sujet un peu tabou, une femme est vulnérable. Un homme peut ne pas saigner de toute sa vie. Une femme va saigner. C'est très basique, mais les femmes ont des règles. Les femmes sont en prise plus directement avec la vulnérabilité. Une femme qui donne la vie, une femme qui enfante, expérimente quand même ce corps qui se transforme et qui souffre à des endroits, ce qu'un homme n'expérimente pas, ou pas de la même manière. Donc la femme est plus en prise directe avec sa propre vulnérabilité, un corps qui n'est pas celui des hommes. Ça n'essentialise en rien des qualités féminines. C'est là où c'est extrêmement subtil. Oui, la frontière est mince. Un homme tiendrait ce discours, il prendrait quand même de gros risques à préciser ces différences de manière aussi claire. Oui. Mais tu rappelles qu'il ne faut pas essentialiser pour autant. Donc la ligne de crête est... C'est subtil en fait. Mais il y a une condition d'être femme au monde qui n'est pas la même que la condition d'être homme au monde et qui nous fait expérimenter d'autres choses. Donc l'idée qu'il n'y a pas de différence, c'est complètement qu'il faut les gommer ou qu'il faut chercher, d'accord. Telle erreur. On en a eu besoin au XXe siècle, et des grands mouvements féministes qui ont émergé et qui ont porté cette voie de l'égalité. Et le risque, c'est de tomber dans l'égalitarisme. Nous sommes à la fois les mêmes, égaux en droit, égaux en dignité, et en même temps singuliers et différents. Et ça, c'est vrai de manière globale. Chaque être humain est à la fois égal de son prochain, et en même temps différent, et en même temps singulier. Et donc, les femmes portent une singularité. Donc, elles amènent leur sensibilité différente, en tout cas leur prise avec le réel qui est beaucoup plus puissant que celui des hommes. Elles les amènent justement pour reconnecter. Donc,
dans leurs activités de dirigeants, dans leur influence politique, et ça va contribuer du coup à améliorer, si on cherche un résultat du coup améliorer le monde dans lequel on vit. Exactement, exactement. Dans des logiques de Ça dialogue. peut résoudre les problèmes environnementaux, ou en tout cas on les aurait pas eu si les femmes avaient dirigé, tu penses? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que l'absence de femmes dans les instances dirigeantes n'aide pas à trouver les bonnes solutions. Voilà. Donc, je ne suis pas convaincue qu'un monde dirigé par les femmes soit meilleur. Il sera différent, ça c'est sûr. Non, ou en tout cas équilibré, je veux dire. Voilà. L'idée, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut que les femmes dirigent ou que les hommes dirigent. Mais il faut équilibrer. Si je t'écoute bien, il faut équilibrer. C'est évident. Et d'ailleurs, on le voit par exemple dans les fonds de financement. Donc, il y a moins de femmes qui lèvent des fonds. Quand elles lèvent des fonds, elles en lèvent moins. Donc, c'est des sommes. Voilà, il n'y a pas de femmes encore à diriger une licorne. Elles racontent plus des histoires de licornes à leurs enfants le soir que, tu vois. Ouais. Il y a ça, en fait. Mais ce que les enquêtes nous disent, c'est que les femmes sont moins nombreuses à lever des fonds. Elles sont plutôt 27% des entrepreneuses qui lèvent des fonds. Elles lèvent des sommes moins importantes. En revanche, elles perdurent plus dans leur entrepreneuriat. Elles font des investissements qui sont plus mesurés, qui sont plus responsables, qui sont plus durables. Donc on voit bien que dans cet exemple de l'entrepreneuriat au féminin, y a des différences. Et alors pourquoi ça fonctionne pas? Qui est-ce qui résiste? Il y a les hommes bloquent, c'est malgré eux, On bloque tous ensemble. Pourquoi ça fonctionne pas? Ce que tu expliques semble acceptable. Tout le monde a plutôt envie. C'est des siècles et des siècles où les rôles ont été assignés selon les genres. Voilà. Et ça freine l'épanouissement de toute notre humanité, hommes compris, bien sûr. Donc il faut déconstruire, faut faire du wokisme. T'es wokiste? Je te vois venir avec cette question. À des endroits, oui. Mais le wokisme ou la cancel culture, c'est empreint ça a donné naissance au MeToo, donc superbe. Mais c'est très anglo-saxon comme vision. Je pense que la France, l'Europe a une autre vision à apporter, qui n'est pas dans la dénonciation aussi frontale, le bashing sur les réseaux. Moi, je suis plutôt dans une culture de l'unité. Reconnaissons la co-responsabilité dans la situation actuelle, reconnaissons que femmes et hommes sont co-responsables. Et très concrètement, tu me parlais des freins, qu'est-ce qui résiste? D'abord l'ego des hommes et des femmes. L'ego des hommes, c'est je suis dirigeant, c'est quand même plus pratique d'être dans la consanguinité, voilà, quand même pas s'embêter avec des bonnes femmes. Et ça, c'est un discours que j'entends. Donc il y a une génération de dirigeants du vieux monde qui est encore aux manettes et qui n'ont pas tellement envie de changer leurs pratiques. Voilà. Il y a l'ego des femmes aussi, parce que les femmes n'ont pas moins d'ego que les hommes. Elles ont un ego différent, un ego tout aussi présent. Et l'ego des femmes, notamment des dirigeantes un peu du vieux monde, c'est que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Je vais quand même pas aider l'autre femme à se hisser en haut à mes côtés. Qu'elle en bave aussi. Christine Lagarde en parle très bien de ça. Elle l'a vécu aussi personnellement. Donc l'ego, pour moi, est le premier frein. On manque aussi de rôle modèle féminin. Ouais. L'autre sujet, c'est l'imaginaire. Ouais. Aujourd'hui, si vous parlez de leadership à un citoyen lambda dans la rue, il y a des tests qui ont été faits, 90% des personnes voient un visage masculin et blanc. Voilà. On n'associe pas le leadership à des figures de femmes. Et ça, c'est toute une construction qui va pas se déconstruire comme ça. C'est encore une fois des siècles et des siècles. Donc, il est important de mettre des femmes à des postes clés pour créer ces rôles modèles et susciter l'envie, décaler le regard des hommes qui vont se dire « Ah oui, c'est possible. » Et puis, ensemble, on bosse bien quand même. Et puis, donner envie aux femmes de grandir et de faire carrière. Donc l'idée, elle n'est pas tant de déconstruire, mais plutôt de rentrer en conscience de ses propres biais cognitifs. J'aime bien ta proposition. Ouais, la déconstruction, elle est très très longue. Prendre conscience de nos biais. Elle est culpabilisatrice et parfois violente. Tout à fait. Ouais, c'est pas toujours fécond, effectivement. D'ailleurs, les hommes ont beaucoup souffert du MeToo. Donc prenons conscience de nos biais. Qui sont partagés. On n'a pas forcément les mêmes selon que nous sommes un homme ou une femme, mais on a tous des biais. Les femmes s'auto-censurent plus volontiers
pour prendre des postes plus importants. On sait tous que à compétences égales, une femme prendra un poste supérieur quand elle coche 90% des compétences, un homme quand il coche seulement 60%. Tout ça, c'est construit, c'est notre fabrique sociale du genre. Donc, on doit apprendre aux femmes à oser plus à certains endroits, et on doit apprendre aussi aux hommes à oser moins. Parce que ce que dit cette étude, c'est quand même que certains hommes sont à des endroits où ils ne devraient pas être. Il y a aussi de l'imposture. Ouais. En termes d'organisation, on parle de kakistocratie. Le kakistocratie. Kakistocratie, c'est une organisation dirigée par la médiocrité, par de l'imposture, et qui fonctionne sur des règles de dette. Voilà, je vais positionner un camarade ou un ami qui n'est pas forcément compétent, mais comme ça, on pourra se rendre des services. Je crois que Victoire a une question à te poser. Déjà, j'aimerais rebondir sur un point que vous dites. C'est assez intéressant parce que quand vous dites que les femmes arrivent à des postes de dirigeants, on peut observer parfois qu'elles ont un comportement un peu plus masculin, où elles veulent se mettre plus en avant, montrer qu'elles sont là, etc. Donc c'est un point très intéressant que vous notez. Et moi, j'ai une question un petit peu sur la place des femmes, en situation de crise, notamment la crise sanitaire du Covid. On peut voir qu'il y a des inégalités un peu hommes-femmes qui ont tendance à se renforcer. Je veux savoir un peu les observations que vous tirez de cette crise. Ce que vous avez pu en observer et les actions que vous avez menées, si vous avez sensibilisé face à ça. Surtout qu'en situation de crise, nous-mêmes, on était un peu face aux médias qui nous informaient. Du coup, on pouvait voir des femmes parfois moins présentes, que ce soit pour prendre la parole au niveau politique ou par exemple des médecins, etc. Voilà. Quelles sont vos observations ? Mes observations, c'est de manière caricaturale. On a beaucoup vu les hommes en représentation dans cette période de crise et les femmes sur le terrain. Et ça, c'est pas souhaitable. On veut des femmes en représentation et des hommes sur le terrain. C'est souhaitable pour personne. Donc cette crise, je trouve, a exacerbé les rôles genrés des uns et des autres. Je rappelle que 91% des aides-soignants sont des aides-soignantes. Dans les métiers du care, il y a une surreprésentation de femmes. Et j'ai envie de vous parler d'une anecdote très récente. J'ai échangé il y a quelques jours avec Anastasia Mikova, qui est la réalisatrice du film Woman, un film que je vous invite vraiment à voir, un documentaire. 2000 femmes interviewées dans 40 pays dans le monde pendant 4 ans. Et Anastasia est ukrainienne, d'origine ukrainienne. Et donc, évidemment très, très, très touchée par ce qui se passe là actuellement, et directement touchée par ce qui se passe. Et je lui ai posé la question du rôle des femmes. Et elle me dit, en fait, là aujourd'hui, les femmes... alors d'abord, les viols de guerre ont commencé en Ukraine. Donc ça, il faut se dire que le viol est la première arme en temps de guerre. Et ça parle encore de ces inégalités femmes-hommes et de la violence à l'égard des femmes. Et ensuite, le second point, elle me disait, les femmes ont pris les armes. Les femmes ont pris les armes, et notamment des amis qui sont des professions intellectuelles, des avocats, des médecins, des profs, etc., qui n'envisageaient pas du tout de prendre les armes, ont pris les armes. Et donc, on a besoin, femmes et hommes, d'être ensemble au combat. J'espère que ce sera plutôt avec de l'intelligence et du dialogue qu'avec des armes. Mais l'enjeu de notre époque, c'est vraiment que femmes et hommes soient ensemble au combat. Un combat pour la transition écologique, un combat pour les droits humains et un combat pour une performance en entreprise qui crée du bien commun. On va s'arrêter là, on aurait pu discuter encore très longtemps. Merci beaucoup Solène d'avoir été là et merci Victoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci, au revoir.